la révolution sexuelle, ce qu'on ne vous raconte pas. Je ne vais pas donner mon avis, juste relater les faits. Partie 1. Introduction cinématographique et la société avant la révolution sexuelle. Imaginez un instant que vous ouvriez les yeux en 1955. Vous êtes une jeune femme de 20 ans. Depuis votre naissance, on vous a appris une chose. Votre avenir est déjà presque écrit. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous marier, vous aurez des enfants, vous construirez une famille, et c'est ainsi que la plupart des gens imaginent leur vie, non pas parce qu'ils y sont forcés à chaque instant, mais parce que c'est ce que la société considère comme normal. À cette époque, les relations amoureuses obéissent à des règles bien différentes de celles d'aujourd'hui. Le mariage est souvent vu comme une étape incontournable de la vie adulte. Les relations sexuelles avant le mariage sont largement désapprouvées dans de nombreuses sociétés occidentales. Le divorce est rare, parfois difficile à obtenir selon les pays et souvent mal perçu socialement. Les rôles des hommes et des femmes sont généralement plus définis qu'ils ne le sont aujourd'hui. Bien sûr, cette image n'est pas universelle. Les expériences varient selon les pays, les classes sociales, les cultures et les familles. Mais dans une grande partie de l'Occident, ces normes sont profondément ancrées. Les enfants grandissent dans un monde où les institutions occupent une place centrale. La famille, l'école, les églises, les gouvernements. Elles définissent largement ce qui est considéré comme acceptable ou non. La réputation compte énormément. Ce que pensent les voisins compte. L'honneur de la famille compte. Aujourd'hui, cela peut sembler lointain, mais il y a à peine quelques générations, beaucoup de personnes vivaient avec cette réalité. Pour certains, cette époque évoque la stabilité, des communautés soudées et un cadre de vie plus prévisible. Pour d'autres, elle rappelle aussi des contraintes importantes, peu de liberté pour vivre certaines relations, des attentes sociales fortes et des possibilités limitées pour celles et ceux qui ne correspondaient pas aux normes de leur époque. Alors une question se pose, comment sommes-nous passés de ce monde à celui dans lequel nous vivons aujourd'hui? Parce qu'en moins de 20 ans, les mentalités vont connaître une transformation profonde, une transformation que beaucoup d'historiens appellent la révolution sexuelle. Mais avant d'en parler, il faut comprendre ce qui se passe après la Seconde Guerre mondiale. Les années 1950 sont souvent associées à une période de croissance économique dans plusieurs pays occidentaux. Les revenus augmentent, les villes s'agrandissent, les ménages achètent des voitures, la télévision entre dans les foyers. Une nouvelle génération grandit dans un monde bien différent de celui de leurs parents, marqué par davantage de prospérité matérielle. Puis arrive une génération qui commence à poser des questions. Pourquoi suivre exactement les mêmes règles que nos parents? Pourquoi certaines décisions concernant notre vie privée devraient-elles être dictées par la société? Pourquoi l'amour, le mariage et la sexualité devraient-ils toujours suivre un seul modèle? Ces questions ne surgissent pas de nulle part. Elles apparaissent dans un contexte de changement plus large, l'accès accru à l'éducation, l'essor des médias, les débats sur les libertés individuelles, les mouvements étudiants et les revendications pour davantage d'égalité. Parallèlement, la médecine progresse. Au début des années 1960, la pilule contraceptive devient progressivement disponible dans plusieurs pays. Pour beaucoup de femmes, cela représente une nouvelle possibilité de mieux maîtriser le moment où elles souhaitent avoir des enfants.
Cette innovation est souvent considérée comme l'un des éléments ayant contribué à transformer les relations de couple, même si elle n'explique pas à elle seule les changements qui suivront. Le monde est en train de changer. Pas seulement la sexualité, la musique change, la mode change, les idées changent, la manière de voir l'autorité change, et lorsque les idées changent, les comportements finissent souvent par changer eux aussi. Mais attention, quand on parle de révolution sexuelle, il est facile d'imaginer un événement unique comme une révolution politique. En réalité, il s'agit d'un ensemble de transformations sociales et culturelles qui se développent sur plusieurs années avec des rythmes différents selon les pays. Elles ne sont pas vécues de la même manière partout et leurs effets font encore aujourd'hui l'objet de débats entre historiens, sociologues et citoyens. Une chose, en revanche, est difficile à contester. Entre les années 1960 et les décennies suivantes, les normes concernant le couple, la sexualité, le mariage et la famille évoluent profondément dans de nombreuses sociétés occidentales. Et cette évolution continue encore aujourd'hui. Alors, que s'est-il réellement passé? Qui a lancé cette révolution? Pourquoi a-t-elle rencontré un tel écho? Et surtout, a-t-elle tenu toutes ses promesses? C'est ce que nous allons découvrir dans la suite de cet épisode. Nous sommes maintenant au milieu des années 1960. Le monde semble avoir changé de rythme. Les rues sont plus bruyantes. Les radios diffusent une musique que les parents ne comprennent pas toujours. Les jeunes commencent à s'habiller différemment. Ils remettent en question l'autorité, les traditions et parfois même le mode de vie de leurs propres parents. Pour la première fois, une génération entière dit presque d'une seule voix « Nous voulons vivre autrement ». Mais ce désir de changement ne concerne pas uniquement la sexualité. Il touche pratiquement tous les aspects de la société. La guerre du Vietnam provoque de vastes manifestations. Les mouvements pour les droits civiques dénoncent les discriminations raciales. Les mouvements féministes réclament davantage d'égalité dans le travail, l'éducation et la vie familiale. Dans plusieurs pays, les étudiants occupent les universités pour demander davantage de liberté et de participation aux décisions qui les concernent. L'idée dominante est simple. Pourquoi accepter une règle simplement parce qu'elle a toujours existé? Au milieu de toutes ces transformations, un changement va profondément influencer la vie privée. En 1960, la première pilule contraceptive est approuvée aux États-Unis. Au fil des années, elle devient accessible dans d'autres pays selon des calendriers différents. Pour beaucoup de femmes, cela représente un changement majeur. Pour la première fois, il devient plus facile de planifier une grossesse. Cette évolution modifie progressivement la manière dont de nombreux couples envisagent leurs relations, même si l'accès à la contraception reste inégal selon les pays et les contextes sociaux. La sexualité commence aussi à être davantage discutée dans l'espace public. Des livres autrefois censurés sont publiés. Le cinéma montre des scènes qui auraient été impensables quelques années plus tôt. La télévision devient plus audacieuse. Les magazines abordent des sujets jusque-là considérés comme tabous. Petit à petit, ce qui relevait autrefois de la vie privée devient un sujet de débat public. Pour certains, c'est une véritable libération. Pour d'autres, c'est le début d'une rupture avec des repères qui structuraient la société. Le mariage, lui aussi, évolue. Pendant longtemps, il avait été perçu avant tout comme une institution sociale, familiale et parfois économique. Peu à peu,
beaucoup commencent à le considérer davantage comme un choix personnel fondé sur l'amour et l'épanouissement. Cette nouvelle vision change les attentes. Si un mariage est censé rendre heureux, que se passe-t-il lorsqu'il ne répond plus à cette attente? Cette question influence les débats sur le divorce, qui devient progressivement plus accessible dans plusieurs pays occidentaux au cours des années 1970, selon des réformes propres à chaque État. Les conséquences sont visibles dans les statistiques. Les taux de divorce augmentent dans de nombreux pays occidentaux au cours des décennies suivantes. Les chercheurs soulignent toutefois que cette évolution s'explique par plusieurs facteurs, notamment les changements juridiques, l'évolution des normes sociales et une plus grande autonomie économique de nombreuses femmes. La famille change elle aussi. De nouvelles formes de vie commune apparaissent plus ouvertement. La cohabitation avant le mariage devient progressivement plus fréquente. Les naissances hors mariage augmentent dans plusieurs pays. Les rôles traditionnellement attribués aux hommes et aux femmes commencent à évoluer. Là encore, ces changements ne sont ni uniformes ni instantanés. Ils se développent différemment selon les cultures, les religions et les générations. La révolution sexuelle ne transforme donc pas seulement les comportements. Elle transforme aussi une idée fondamentale. Pendant des siècles, les normes collectives avaient largement défini ce qu'était une bonne manière de vivre sa vie affective. À partir des années 1960 et 1970, dans de nombreuses sociétés occidentales, l'accent se déplace progressivement vers le choix individuel. L'individu prend une place plus importante. L'autonomie devient une valeur centrale. Pour beaucoup, c'est un progrès majeur. Pour d'autres, cette évolution soulève une question plus difficile. Quand chacun est libre de définir ses propres règles, qu'est-ce qui continue à nous rassembler? La révolution sexuelle n'a pas simplement changé la manière dont les gens parlaient de sexualité. Elle a contribué, avec d'autres transformations sociales, économiques et juridiques, à modifier la façon dont beaucoup conçoivent l'amour, le couple et la famille. Mais ces changements ne racontent pas une seule histoire. Pour certains, ils représentent une avancée vers davantage de liberté et d'égalité. Pour d'autres, ils ont aussi entraîné de nouveaux défis. Commençons par l'amour. Pendant une grande partie du XXe siècle, beaucoup voyaient l'amour comme une base importante du mariage, mais aussi comme un engagement durable, soutenu par des attentes familiales, religieuses ou sociales. Aujourd'hui, dans de nombreuses sociétés, l'accent est davantage mis sur l'épanouissement personnel. On ne reste plus nécessairement dans une relation parce que c'est ce qu'il faut faire. On reste parce qu'on estime que la relation nous apporte encore quelque chose. Pour certains, cette évolution permet de quitter des relations malheureuses ou violentes. Pour d'autres, elle peut rendre les relations plus fragiles si chacun attend de l'autre une satisfaction permanente. Le mariage a lui aussi changé. Dans plusieurs pays occidentaux, les couples se marient plus tard qu'autrefois. Beaucoup choisissent d'abord de vivre ensemble avant de se marier. D'autres décident de ne jamais se marier. Selon les pays, les statistiques montrent une baisse du taux de mariage depuis les années 1970, tandis que l'âge moyen au premier mariage a augmenté. Dans de nombreux pays, il dépasse aujourd'hui 30 ans pour les hommes et s'en approche pour les femmes. Ces évolutions s'expliquent par plusieurs facteurs, des études plus longues, l'entrée plus tardive sur le marché du travail, le coût du logement, l'évolution des rôles sociaux
et les nouvelles attentes envers la vie de couple, le divorce est un autre sujet souvent évoqué. Dans plusieurs pays, les divorces ont augmenté à partir des années 1970. Les chercheurs rappellent cependant que cette hausse ne peut pas être attribuée à une seule cause. Les réformes facilitant le divorce, les changements économiques, l'autonomie financière croissante des femmes et l'évolution des normes sociales ont tous joué un rôle. Autrement dit, davantage de divorces ne signifie pas nécessairement que les couples s'aiment moins qu'avant. Cela peut aussi refléter le fait que des personnes disposent de plus de possibilités pour quitter une union qui ne leur convient plus. La famille a, elle aussi, évolué. Aujourd'hui, il existe une plus grande diversité de situations familiales. Famille nucléaire, famille monoparentale, famille recomposée, couple sans enfants, parents adoptifs, et bien d'autres réalités. Pour beaucoup, cette diversité est le reflet d'une société où chacun peut construire sa vie selon ses choix. D'autres s'interrogent sur les effets de ces changements pour les adultes comme pour les enfants. Les recherches montrent d'ailleurs que le bien-être des enfants dépend de nombreux facteurs: la stabilité, la qualité des relations familiales, les ressources disponibles et le contexte dans lequel ils grandissent, plutôt que d'un seul modèle familial. Un autre changement est plus discret, mais il est peut-être le plus profond. Aujourd'hui, nous avons plus de choix que jamais. Choisir de se marier ou non, avoir des enfants ou non, vivre seul, en couple, changer de partenaire, recommencer une nouvelle vie. Cette liberté est souvent considérée comme une conquête importante, mais elle s'accompagne aussi d'une nouvelle responsabilité. Quand les règles sont moins définies, il faut construire son propre chemin, et cela peut être aussi stimulant que déstabilisant. Elle a transformé la manière dont beaucoup conçoivent la liberté, l'engagement et les relations humaines. Mais une dernière question demeure. Lorsque la liberté s'élargit, y a-t-il toujours un prix à payer, ou ce prix dépend-il de la manière dont chacun choisit d'utiliser cette liberté? C'est sur cette réflexion que nous allons conclure. Quel est le prix de la liberté? Peut-être que cette question n'a pas une seule réponse. Pour certains, le prix est l'incertitude. Pour d'autres, c'est la responsabilité de construire soi-même sa vie sans modèle unique. Et pour d'autres encore, le véritable prix serait de ne jamais avoir eu cette liberté. Finalement, la révolution sexuelle n'a pas simplement changé les comportements, elle a déplacé une question fondamentale. Autrefois, la société demandait: que dois-je faire? Aujourd'hui, beaucoup se demandent plutôt: quelle vie ai-je envie de construire? Et cette question, personne ne peut y répondre à notre place.